Point lecture numéro 2, Mars au féminin, première. Willkommen, bienvenue, welcome, im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Bienvenue dans le point lecture numéro 2. Aujourd'hui, on va parler que d'autrices, encore une fois, car je suis en plein mois de mars et je continue Mars au féminin. Donc j'ai lu 1, 2, 3, 4 romans. J'en ai mis un en pause et j'en ai commencé un 5e. On s'est quitté sur le vlog la semaine dernière où j'ai commencé, moi, Christiane F, 13 ans, droguée, etc. Et en fait, en ce moment, je dis j'ai pas le temps de lire, mais j'ai quand même lu 4 bouquins cette semaine. Ce n'était pas une lecture très attentive. Je lis 5 pages par-ci, 5 pages par-là, enfin, c'est très décousu. Et moi, Christiane F me plaisait beaucoup. J'étais pris dedans, mais vu que j'avais pas trop le temps, j'ai préféré le mettre en pause. Je suis en vacances d'ici 2 semaines, donc je pense que je le recommencerai à ce moment-là quand je pourrai le finir d'une traite, parce que là il me reste 200 pages, j'en suis au premier tiers. Donc je le relirai à ce moment-là. Pour l'heure, j'ai lu donc 4 romans et j'en ai commencé un 5e. Donc le premier roman dont je vais vous parler, c'est Dompteur d'anges de Claire Favant aux éditions Pocket. Je n'avais jamais lu Claire Favant. C'est une auteure de thriller français assez reconnue, je crois. Il me semble que Serre-moi fort et doit être un de ses livres qui a été beaucoup vu, beaucoup chroniqué. La semaine dernière, il y a un midi où je suis allé acheter un sandwich au supermarché du coin à côté de mon boulot. Et il y a un rayon littérature et du coup j'ai vu celui-là. J'ai lu le résumé derrière et ça avait l'air de me plaire, donc je l'ai pris et j'avais envie de policier. Donc je ressors un peu mitigé de ma lecture. Dans le roman, il y a 3 parties. Dans la première partie, on suit un homme qui se fait accuser à tort de pédophilie. Du coup, il est enfermé pendant 5 ans en prison. Et souvent en prison, quand on apprend que quelqu'un est détenu pour pédophilie, ça devient un peu le souffre-douleur. La pédophilie, c'est vraiment le crime tabou en prison. Et donc lui, il se fait violenter, il se fait violer, il se fait tabasser, il passe 1 semaine sur 2 à l'infirmerie. Bref, donc on suit cette descente aux enfers de cet homme qui, en apparence, n'avait rien, qui clame son innocence. Même dès le début, on sait qu'il est innocent, qu'il est vraiment jugé à tort. Donc cette première partie doit durer entre 75 et 100 pages et ça va super vite en fait. Tout s'enchaîne, le crime, la description très brève au début du personnage, la relation qu'il entretient avec un enfant, après l'accusation à tort, la prison, les 5 ans en prison. Ça tient sur 100 pages, ça va super vite. Et on passe tout de suite à la seconde partie, et donc à la seconde partie, il sort de prison et il décide pour se venger, comme en vengeance, de s'en prendre aux enfants de toutes les personnes qui lui ont fait du mal, donc que ce soit le juge, les jurés du procès, les gardiens de prison, ses co-détenus. Et donc il entame une longue quête de vengeance dans laquelle il essaye de retrouver les enfants de ces personnes et de leur infliger soit des violences, soit les cambrioler, soit les tuer. Et pour certains, en fait, il décide de les adopter et de les élever comme des anges vengeurs. Et du coup, il va kidnapper 3 enfants de ces personnes qui lui ont voulu du mal pour les faire devenir des tueurs. Il leur fait oublier leur identité, il les transforme en tueurs dès leurs 5 ou 6 ans, je crois. Et voilà. Donc ça, c'est la seconde partie, cette partie où il essaye de kidnapper les enfants et en faire des monstres. Et pareil, là, ça va encore super vite. Les kidnappings s'enchaînent, l'enfant il a 5 ans, après il a 8 ans, il a 10 ans, et puis c'est déjà devenu une machine à tuer, à cambrioler, il sait utiliser un pistolet, un couteau. Tout allait super vite. Et la troisième partie, on est dans la tête d'un de ces 3 enfants, et qui a réussi à échapper au kidnappeur, et qui lui essaye de vivre une vie normale, est devenu flic, et qui essaye de reprendre le cours de sa vie. Mais en fait, dans le roman, tout va super vite. Et en même temps, c'est un peu long parce que je crois qu'au total, on arrive à 500 pages et c'était un peu fastidieux. Et les personnages sont pas assez développés. Il y a cette notion de 3 frères, les 3 enfants qui ont été kidnappés, de 3 frères qui ont grandi ensemble, même si c'était très dur avec ce père violent, ce père adoptif violent, les conditions de vie dans la caravane où il bougeait toutes les semaines pour changer d'endroit pour pas se faire repérer. J'ai trouvé qu'il y avait plein d'invraisemblances. Je sais plus comment on dit. Enfin bref, j'ai vraiment trouvé ça parfois vraiment trop tiré par les cheveux. C'est déjà très peu crédible et c'était tellement poussé à l'extrême qu'on n'y croyait pas. Il y aurait pu avoir des notions psychologiques avec les enfants qui ont été kidnappés, à qui on essaye d'effacer la mémoire par du lavage de cerveau, mais au final, pas plus exploité que ça. Après, il y a un des 3 frères qui arrive à s'en sortir, mais pas les 2 autres. Donc, elle essaye de créer un climat de frères vengeurs, frères ennemis, ceux qui ont réussi, ceux qui n'ont pas réussi. Pareil, ça tombe à plat, ça fonctionne pas.
Et à la fin, il y a une espèce de course-poursuite, mais qui en fait n'en est pas une, parce que pareil, elle est étendue, pour le coup, la course-poursuite sur 100 ou 150 pages, alors que toutes les parties avant se réglaient super vite. Et là, ça traîne en longueur, jusqu'à des semblants de révélations sur la fin, qui au final ne m'ont pas scotché, et j'en avais vu venir certaines. Donc, ouais, j'ai pas été emballé par ce roman. Je l'ai lu avec intérêt, je voulais quand même un peu savoir la fin, comment ça allait évoluer. J'avais surtout envie de voir cette relation entre ces trois frères, s'ils allaient se retrouver, comment ils allaient réagir les uns face aux autres. Et au final, ouais, le soufflet est vite retombé. En fait, il a jamais monté, tout simplement. Donc voilà. Après, j'ai vu plein de bonnes critiques, les gens ont l'air d'apprécier. C'est divertissant, mais sans plus. Donc je sais pas si j'irai peut-être sur autre chose. Serre-moi fort, qui a l'air d'avoir plus de retours positifs. Mais celui-là, c'était pas pour moi. Le lendemain où j'ai fini Dompteur d'Ange, j'ai pas lu. Et en pleine nuit, je me suis réveillé à 3 h du matin. Et j'avais pas prévu de lecture, j'avais rien commencé, j'avais beaucoup de boulot. Et je me suis rappelé que j'avais acheté Love Me Tender de Constance Debré aux éditions J'ai lu. Mais qui est une suite, enfin c'est un récit autobiographique. Et elle avait écrit avant Playboy, qui avait été édité chez 10-18, celui-là. Et du coup, celui-là, je l'avais acheté la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, en sachant que j'avais Playboy. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais lire Playboy, ça fait 150 pages, et si je suis bien dedans, je continuerai avec Love Me Tender. Au final, ça m'a fait toute mon insomnie. J'ai lu pendant 1 heure, 1 heure et demie les 150 pages, parce que ça se lit super vite. C'est des chapitres très courts qui font parfois une seule page, comme ça. Donc ça s'enchaîne, bref. Donc Playboy et Love Me Tender, ce sont 2 récits autobiographiques de Constance Debré. Constance Debré était une avocate très réputée au barreau de Paris, elle avait réussi des concours d'éloquence ou des choses comme ça. Elle était montée assez haut au barreau. Une vie plutôt bien rangée, un mari, un fils. Elle est également issue d'une famille connue et reconnue en France. Son grand-père était le premier premier ministre de la Ve République. Elle a un oncle au Conseil constitutionnel, enfin bref. Sa famille fait partie un peu de l'aristocratie politique française. Donc elle avait une vie plutôt bien rangée, même si, étant assez jeune, elle a connu la mort de sa mère et elle n'entretenait plus que des brèves relations avec son père, ou très sporadiques, enfin bref. Donc dans cette vie plutôt bien rangée, le roman commence où elle est en train de parler d'une femme plus âgée qu'elle, avec laquelle elle entretient une relation. Amoureuse, on sait pas trop, en fait, on sait jamais avec elle si c'est de l'amour, si c'est surtout du désir, de la passion, du sexe. Donc voilà, en fait c'est ça, c'est des courts moments de sa vie, enfin c'est des courts chapitres sur sa vie, où elle nous parle de la rencontre avec elle-même, de la rencontre avec la femme, le sexe féminin. Et dans ces chapitres, elle parle de sa rencontre avec elle, sa sexualité retrouvée pour les femmes. Elle parle beaucoup d'identité, sur le fait d'être lesbienne et de se couper les cheveux, de s'habiller comme un garçon manqué. Il y a beaucoup de thèmes sur l'identité, le genre, l'orientation sexuelle. Ça, c'était dans le premier roman, Playboy. Elle se concentre surtout sur ces questions de genre, d'identité, de relations sexuelles, de désir, de passion, et en même temps une petite critique de la bourgeoisie parisienne, sa famille, le fait qu'elle a préféré se détacher d'elle. Et donc au fur et à mesure du premier roman, de ses rencontres avec diverses femmes, de ses voyages avec ces femmes, elle part beaucoup en week-end pour échapper à Paris, échapper à son métier. Elle quitte un peu, au fil du roman, elle quitte tout ce qui la rattache à son ancienne vie. Donc au début c'est son mari, après son métier, elle arrête d'exercer. Après, elle lâche son appartement et elle lâche ses affaires, elle n'a plus rien, elle vit avec un sac. Et donc je pense que c'est vrai, enfin c'est sa vie réellement comme elle l'a vécu. Donc c'était plutôt sympa. Après, moi j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Certaines de ses réflexions, ses idées peut-être sur les communautés homosexuelles, etc., ça m'a fait un peu grincer des dents, je me retrouvais pas forcément dans ce qu'elle disait. Mais enfin après, chacun son point de vue. C'est pas parce que je n'aime pas la thèse de l'auteur que je n'aime pas un bouquin. Je reconnais que c'était bien écrit, que le style était très précis. Vu que c'est très court, elle peut pas écrire 3 paragraphes sur un baiser ou quoi. Donc c'était toujours très factuel, très précis, mais en même temps sans être trop chirurgical. Il y avait quand même une certaine poésie dans ces phrases très courtes, phrases sans tournure particulière, sans figure de style, pas trop alambiquée. Et dans le deuxième, c'était un peu redondant dans le sens où elle parlait encore de ses relations avec diverses femmes, elle parlait encore de certaines nuits de sexe, de certaines rencontres. Donc là, ça commençait un peu à venir redondant. Disons que j'ai lu les 2 à la suite et j'aurais peut-être pas dû. Donc dans le deuxième roman, suite à la sortie du bouquin, son coming out qui était public,
à sa déclaration face à son mode de vie où elle préfère avoir aucune attache, pas d'appartement, pas de métier, etc. Son mari essaye de lui retirer la garde du fils. Et donc elle raconte un peu ce combat judiciaire entre les évaluations psychiatriques sur elle-même, les rencontres avec l'enfant dans des associations qui sont faites exprès pour que les parents puissent... pour que les parents qui n'ont pas la garde puissent quand même voir leurs enfants 1 heure toutes les 2 semaines. Et tout ce processus, ça c'était intéressant à lire, et même sa relation avec son fils qui est pas banale. Ce fils qui parfois se fait un peu monter la tête par son père, qui lui dit ta mère elle est homosexuelle, ta mère tu vois elle pense pas à toi, elle a pas d'appartement pour toi, enfin tout ça je trouvais ça super touchant. Et pareil c'est assez court donc ça va vite. Mais j'ai préféré quand même le second sur cette partie avec le fils. En fait je sais pas, j'ai préféré lequel. Enfin c'était 2 bonnes lectures. C'est nul à chier, putain je suis fatigué. Disons que dans le premier tome, du coup j'ai bien aimé cette description des relations homosexuelles, de sa rencontre avec elle-même, avec son corps et ses nouvelles attirances, quand elle parle de sexe, d'orgasme. Mais j'ai moins aimé la critique un peu facile sur la bourgeoisie et l'entre-soi parisien dont elle a fait partie, je pense. Et j'en sais rien en fait. Mais en tout cas j'ai pas trop aimé cette critique. Et dans le deuxième, j'ai moins aimé les moments où elle parlait d'homosexualité, de genre, de passion, de désir, parce que je trouvais que ça faisait un peu redite avec le premier tome. Mais j'ai bien aimé les parties où elle parlait de son fils, de ses rencontres avec lui dans cette association, de ce combat contre son ex-mari. Juste parce qu'elle a dit qu'elle est homosexuelle, qu'elle s'est coupé les cheveux courts, qu'elle s'habille comme un garçon, on se sente forcé de lui faire une évaluation psychiatrique pour savoir si elle est toujours capable de garder son fils. Et ça m'a révolté, enfin, j'ai trouvé ça aberrant. Et au final, le psychiatre, en plus, émet un avis favorable dans le sens où il lui dit il n'y a rien d'anormal à ce que vous faites. Le psychiatre dont elle parle est quand même super compréhensif et de son côté, et ça, je me suis dit, enfin, Dieu merci, c'est pas juste l'apparence qui va compter dans le divorce et dans l'acte de garde, mais d'un côté, c'est quand même la machine judiciaire qui a mis ça en route, et c'est la machine judiciaire qui a demandé cette évaluation psychiatrique, donc j'ai trouvé ça aberrant qu'en 2021 on en soit encore là, enfin 2019, 2020, je sais pas trop. Finalement, j'ai lu sur ma liseuse, donc je l'ai pas là, Les enfants sont rois, Les enfants rois, je sais pas, le dernier Delphine de Vigan. Pour moi, Delphine de Vigan, ça restera toujours Rien ne s'oppose à la nuit, avec cette biographie et cette relation avec sa mère qu'elle a décrite sur des centaines de pages et que j'ai trouvé magnifique et bouleversant. Ça parle de la maladie, du fait d'avoir le droit de ne pas aimer sa mère parfois, d'avoir le droit de ne pas vouloir être là ou de ne plus la supporter. Enfin, je trouve vraiment que ce texte est un chef-d'œuvre pour la relation mère-fille. J'avais bien aimé D'après une histoire vraie, dans lequel elle avait réussi à mettre cette ambiance roman noir avec cette tension qui grimpait au fur et à mesure des pages, avec cette amie super présente qui s'introduisait totalement dans sa vie, même si c'était quelque chose qui était déjà vu, même à l'époque, je pense qu'on avait déjà vu dans plusieurs romans. Ça avait été bien fait, j'avais bien aimé. J'ai bien aimé Noé moi, mais j'ai pas trop de souvenirs. Pareil pour Les heures souterraines. J'ai des hauts débats avec Delphine de Vigan, mais pour moi, ça reste Rien ne s'oppose à la nuit. Et donc du coup là, je suis très déçu. Je me suis ennuyé pendant 300 pages. Vraiment, c'était long, alors que ça faisait que 300 pages. Donc dans Les enfants rois, on suit une mère de famille qui a une chaîne YouTube dans laquelle elle filme ses 2 enfants. En fait, c'est les enfants les stars de la chaîne YouTube, et ils font des ouvertures de cadeaux, des dégustations, des challenges 24 heures où je fais que ça, 24 heures où je dis oui à tout, enfin bref. Une chaîne comme on en voit beaucoup sur YouTube. Donc elle tient cette chaîne YouTube qui est très célèbre, je crois qu'elle a 5-6 millions d'abonnés. Et ça marche bien, elle gagne de l'argent avec ça, ils vivent de cette chaîne YouTube. Et du coup, un jour, un des 2 enfants disparaît, la petite fille se fait kidnapper. Et en fait, on rentre dans cette pseudo-enquête mollassonne pendant 200 pages, où on cherche qui a pu enlever la fille, mais en même temps, enfin, l'enquête, elle démarre vraiment jamais, c'est 10 pages par-ci par-là, parce que c'est entrecoupé de pamphlets anti-réseaux sociaux. Il y a aussi des passages où l'auteur nous explique ce qu'est une chaîne YouTube, ce qu'est Instagram, ce qu'est une story Instagram, tel concept de vidéo consiste à faire quoi, et c'était redondant. Et en fait, je me suis dit, je suis peut-être trop jeune, dans le sens où le roman est très didactique. Vu qu'elle parle de chaîne YouTube, de réseaux sociaux, je me dis, si sa cible, c'est les femmes de 40, 50 ans, 30 ans, enfin je sais pas. Mais en tout cas, je sais que ma mère, qui a la 50aine d'années,
elle lirait le roman et ça lui paraîtrait pas lourd. Mais moi, quand j'ai 25, j'ai grandi avec les réseaux sociaux, je connais un peu les dérives, je connais ces chaînes YouTube avec des enfants, je vois ce qu'il en résulte, je me doute que c'est pas bon pour les enfants, je me doute que c'est un peu de l'exploitation, voire de l'esclavagisme. Et en fait, c'est ce qu'elle nous raconte pendant 300 pages dans le roman. Et je me suis dit, est-ce que c'est nécessaire? Enfin, n'importe qui a un peu de jugeote comprend que mettre des enfants de 3 et de 5 ans devant une chaîne YouTube pendant 2 heures, 3 fois par semaine, c'est pas normal, c'est pas moral, c'est pas bien, enfin... je pense que les gens qui s'en rendent pas compte, qui peut-être ne comprennent pas que non, c'est pas bien de faire ça, ce genre de vidéo ou de regarder ce genre de vidéo, c'est pas les gens qui vont lire Delphine de Vigan. Et donc du coup, en fait, j'ai trouvé ça, mais ouais, je me dis, mais pourquoi je lis ça? Pourquoi je m'inflige ça? Puis au final, t'as déjà lu 100 pages, le roman en fait 300, tu dis, bon, bah, je vais aller au bout, je veux savoir qui est-ce qui l'a kidnappé, cette pauvre petite. Mais j'ai trouvé que le rythme était mou, parce que tout est découpé. Alors il y a 2 femmes, on suit la mère des enfants et l'enquêtrice, donc des fois on revient sur l'enfance de la mère qui évidemment était une jeune femme qui rêvait de devenir actrice ou personnalité de télé-réalité, mais elle n'a pas réussi, elle essaye de combler ce manque avec ses enfants, très classique, et tu pouvais le deviner à 3 km. On suit l'enquêtrice qui est un peu la flic, qui elle par contre a eu une famille très aimante, mais un peu intello, un peu revendicative, très militante, écologique, etc. Du coup, face à cette famille un peu peace and love, militante, décide de faire l'école de police et de devenir policière. Pareil, ça s'est déjà vu et revu. Donc les 2 personnages déjà étaient pas super intéressants. Et on avait des flashbacks sur leur vie, sur leur enfance, sur comment ils en étaient venus là, toutes les 10 pages. Et après, il y avait 10 pages sur l'enquête. Et après, il y avait 3 pages où elle nous expliquait ce qu'était une story Instagram. Donc du coup, ça s'étend sur 200 pages. Où l'enquête est plus ou moins résolue au bout des 200 pages. Et après, on se retrouve 20 ans plus tard, je crois, enfin en 2031, quelque chose comme ça. Et du coup, on retrouve ces personnages, on retrouve la mère, on retrouve l'enquêtrice et les 2 enfants, suite au drame qui s'est passé, et on voit un peu comment ils ont évolué. Et pareil, dans ce devenir des personnages, dans cette société de 2030, encore plus hyper connectée que maintenant, on se doute que les enfants, ils ont pas super bien grandi, on se doute que la mère, elle, ça l'a pas forcément vaccinée. Tout était vu d'avance, vu et revu. La plume, j'ai pas trouvé ça transcendant, j'ai trouvé même ça très... Enfin, lourd, et ça, déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de rythme, ça alourdissait tout. Enfin, c'était vraiment pas une bonne lecture pour moi, mais je suis allé au bout quand même, parce que le roman était assez court, donc je me suis dit, bon allez. Puis vu que j'aimais vraiment... C'est pas que j'aimais vraiment pas, et du coup j'ai voulu aller jusqu'au bout pour pouvoir dire que j'aime pas, mais il y a un peu de ça quand même, dans le sens où je me vois mal vous en parler au bout de 100 pages et vous dire j'ai pas aimé. Alors que là, si je l'ai lu en entier, je peux vous dire que j'ai pas aimé. Donc c'est ce que j'ai préféré faire, ça m'a pas non plus bloqué ou créé une panne de lecture. Je l'ai fini hier soir en 2 heures où je lisais quelques passages en diagonale, mais voilà, donc j'ai pas spécialement aimé. Je suis déçu parce que j'aimais plutôt bien Delphine de Vigan jusque-là, et voilà. Ah oui, et c'est ça aussi. Et je trouvais qu'elle donnait une image super négative des réseaux sociaux, des technologies, de la connexion. Ce point de vue super sombre, super négatif des nouvelles technologies, des réseaux sociaux, n'a pas été nuancé ou contrebalancé par un autre personnage dans le roman. Donc pendant les 300 pages, elle essaye de nous dire que les réseaux sociaux c'est de la merde, que sur YouTube on trouve rien de bon, que sur Instagram pareil, que à force d'être hyper connecté, tout le monde nous suit, tout le monde sait tout. Enfin, il y a sûrement un peu de vrai, mais bon sang, enfin, un peu de nuance, quoi. À un moment, il y a une interview à la radio, mais vraiment vers la fin du roman, où il y a 2 personnages qui sont interviewés, enfin, qui débattent. Et là, il y en a un qui essaye un peu, mais ça dure 2 pages, de contrebalancer ses idées de réseaux sociaux mauvais, etc. Mais c'était minime dans le roman. Et ça arrive après 300 pages de bashing sur tout ce qui est réseaux sociaux et informatique, donc c'était pas suffisant pour moi. Donc voilà. Pourquoi je n'ai pas aimé Les enfants sont rois ou Les enfants rois de Delphine de Vigan. Et du coup, hier soir, j'ai commencé Beignets de tomates vertes de Fanny Flagg chez J'ai lu. Je faisais du tri dans ma bibliothèque pour donner des livres et je suis tombé sur celui-là. J'ai hésité à le donner et je me suis rappelé qu'il y avait la suite qui sortait là, au mois de mars, je crois.
Et du coup, à l'occasion, ça a été réédité et j'ai vu plein de personnes qui se mettaient à le relire et je me suis dit, bon bah, je venais juste de passer un mauvais moment avec Delphine de Vigan. J'avais envie d'une lecture pas prise de tête, assez douce et réconfortante. Du coup, je me suis tourné là-dessus et là, j'ai lu ce matin une centaine de pages en me réveillant. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Alors pareil, c'est sur plusieurs temporalités. Ça se passe dans un petit village du sud des États-Unis. Il y a une question des Noirs, des Blancs. C'est assez drôle, assez sympa. Pareil, il y a des vieux, il y a une personne âgée, il y a une partie du roman qui se passe dans une maison de retraite et moi j'adore quand il y a des personnes âgées ou des retraités dans les romans, donc j'aime bien. Pour l'instant je passe un bon moment, je pense que je vais le finir cette semaine, enfin ce week-end, on est vendredi. Et voilà, mon aquarium. J'espère que cette vidéo vous a plu. Jusque là j'ai fait 2 vidéos par semaine, cette semaine j'ai pas du tout le temps donc j'en ai fait qu'une. Ça risque de varier, je vais essayer de me tenir à en sortir minimum une par semaine, probablement le samedi, ou peut-être une dans la semaine si j'ai des idées, si j'ai le temps, si j'ai l'envie, si j'ai le courage, enfin bref. Une sûre et peut-être 2. Bref, je vous souhaite de bonnes lectures, de bonnes découvertes et d'être heureux. Ah ouais, j'ai un nouveau micro, je sais pas si j'en ai parlé. Là vous m'entendez façon ASMR.